cours d'aujourd'hui, je vais tenir les deux. Ouais, je pense que je vais tenir les deux. Alors, le cours d'aujourd'hui, donc, c'est un. Alors, si je vais commencer d'abord. Alors, on ne revient pas sur les mesures de distanciation. Alors, donc, le cours d'aujourd'hui donc, portera sur une pathologie qui est assez fréquente, hein, dont vous avez probablement entendu parler. Alors, c'est les urticaires. Alors, les urticaires, vous savez ce que c'est? Vous savez ou non? Oui? Le terme, enfin, déjà on les appelle, on appelle ça le marra, exactement. Donc, déjà, chez la population générale, c'est une pathologie qui est un peu connue. Donc, on va essayer de faire ça dans le détail et de voir donc qu'est-ce qu'une urticaire. Alors, on parle pas d'une urticaire, mais de, vous avez vu, donc c'est des urticaires. C'est-à-dire, il y a autant. Alors, ça n'est pas tant dans l'expression clinique, parce qu'une urticaire, c'est de diagnostic assez facile. Donc, toutes les urticaires se ressemblent de façon, on va dire, générale. Mais on va voir qu'il y a des différences sémiologiques qui peuvent nous orienter vers un diagnostic plus précis. Étant donné, pourquoi? Parce qu'on parle de plusieurs types d'urticaires, étant donné la diversité des étiologies. Alors, pourquoi s'intéresser à l'urticaire? Donc, on a d'abord une pathologie qui a une expression clinique avec plusieurs étiologies, ça veut dire des traitements donc, à adapter selon l'origine. Et puis, l'urticaire, c'est quoi? Il y a un risque particulier qu'on court avec l'urticaire, notamment aigu, qui est celui, et qui n'est pas... Oui, exactement. Donc, il ne faut pas méconnaître une urticaire. C'est vrai que c'est souvent banal, ça passe tout doucement, gentiment, mais il ne faut pas passer à côté d'une urticaire, donc d'un œdème de Quick. Donc, c'est une urticaire profonde, on va voir ça dans le détail, parce que ça peut compromettre le pronostic vital. D'accord? Alors, l'intérêt d'abord de ce cours, parce qu'on n'est pas là que pour faire le cours, donc vous allez avoir certaines notions. Donc, d'abord, savoir diagnostiquer une urticaire. On va voir que le diagnostic reste simple. C'est une lésion donc reproductible univoque, on va voir, donc qui va se manifester à travers tous les types d'urticaires par une lésion qui est en relief, papuleuse, dite œdémateuse. Pourquoi? Parce que c'est une dermatose inflammatoire. D'accord? Et puis bien sûr, comme vient de le dire votre camarade, il ne faut pas passer à côté de l'urgence thérapeutique qui est l'œdème, donc qui est l'œdème de Quick. Alors, il y a à travers, mais malheureusement, ça ne se fait pas chez nous. Donc, on peut identifier l'urgence à travers quoi? À travers ce qu'on appelle le dosage des tryptases. C'est-à-dire, alors ça ne se fait pas chez nous malheureusement, mais sachez que cet examen complémentaire existe. Il est prédictif donc d'une évolution vers un œdème de Quick, c'est-à-dire en pratique courante. Probablement qu'à l'avenir, ça se fera. Si on a des tryptases qui vont augmenter dans les 2 heures, par exemple, qui suivent une urticaire, là, il y a un risque d'apparition d'œdème de Quick. Alors, l'intérêt également est celui de l'identification de la cause. Donc, on a parlé de plusieurs urticaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des urticaires qui vont résister au traitement. Et là, on doit se poser la question de l'étiologie. Vous allez voir, donc il y a plusieurs. Alors, dans les étiologies, en général, il y a 2 volets thérapeutiques. D'abord, sachez que parce que quand on parle d'urticaire, on a tendance à penser toujours origine allergique. C'est exactement ça. Ben, c'est faux. Toutes les urticaires ne sont pas toujours d'origine allergique. Parce que quand on pense allergie, on va dire traitement de l'allergie, de la cause. Alors, il y a d'autres types d'urticaires qui ne sont pas d'origine allergique et qui sont dits non immunologiques. On verra ça à travers la physiopathologie. Et bien sûr, notre but avant tout, c'est de traiter, bien sûr. Donc, vous allez connaître les différents volets thérapeutiques qui vont vous aider à prendre en charge votre urticaire. Une petite définition. Alors, le mot urticaire provient du mot latin orti. Alors, vous savez ce que c'est ou pas? C'est une plante commune, très fréquente, qu'on appelle communément. Exactement. Donc, c'est une plante urticante. Donc, à travers ce mot-là, on a donc dérivé le mot de l'urticaire. Alors, qu'est-ce que l'urticaire? Donc, on revient un petit peu sur la définition. Comme je vous l'ai déjà dit, donc, les maladies se définissent par leur origine et par leur lésion élémentaire. Donc, on a dit c'est une dermatose inflammatoire, ça c'est acquis. La lésion élémentaire, c'est quoi? Ça va être une papule rosée, inflammatoire, fugace, c'est-à-dire qui va disparaître rapidement, sans laisser de traces bien sûr, et qui est dite labile ou mobile.
Alors, c'est-à-dire, il va y avoir plusieurs papules. Alors, il y en a qui vont disparaître, elles vont changer un petit peu, elles vont changer d'endroit, mais en général, elles sont rapidement résolutives. Alors, il y a une différence sémiologique qui vous permet d'identifier les deux types d'urticaire, à savoir que l'urticaire peut être superficielle ou profonde. Alors, pour les urticaires superficielles, les lésions sont prurigineuses. Alors, les lésions sont en général érythémateuses, alors que pour l'urticaire profonde, les lésions vont être plus douloureuses que prurigineuses. On a l'impression que c'est une induration plutôt qu'une papule en relief. Donc, pourquoi? Parce que, alors en matière, on verra qu'il y a certaines, alors par exemple pour l'œdème de Cuik, il s'agit plutôt d'une urticaire profonde hein, et non pas d'une urticaire superficielle. Donc, ce caractère prurigineux ou non va nous permettre d'identifier les deux types d'urticaire. Mais sachez que les deux urticaires peuvent coexister chez le même patient. On peut avoir des lésions superficielles, des lésions profondes. Alors, les mécanismes physiopathologiques, on en a parlé un peu. Alors, c'est vrai, l'origine peut être immunologique, c'est-à-dire allergique. Et dès qu'on parle d'origine allergique, cela suppose qu'il y a sensibilisation, c'est-à-dire première exposition à un allergène donné. Alors que pour le mécanisme non immunologique, c'est d'autres voies qui vont être impliquées. Alors, pour l'origine allergique, on dit qu'il y a une sensibilisation, je reviens un petit peu sur ça. C'est-à-dire, le risque, il est où? C'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation, apparition des lésions. Alors, à chaque fois qu'on sera exposé à cet allergène, il y a un risque de développer. Le problème, c'est qu'il y a un risque de développer ou d'avoir des lésions encore plus importantes. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous suspectez une allergie, enfin, vous suspectez, il faut confirmer tout de même, le premier traitement de toute allergie va être l'éviction. Il faut faire très très attention, c'est l'éviction de façon générale. C'est-à-dire, si on est sûr d'un médicament, on va éviter ce médicament. Un aliment, on va faire, bien sûr, on va s'aider par la pratique de certains tests, mais en allergo, il faudra faire l'éviction. Pourquoi? Parce que les réexpositions sont dangereuses. C'est vrai qu'on peut faire des petites réactions, comme on peut faire des réactions beaucoup plus importantes, et l'organisme peut réagir de façon beaucoup plus frappante et donner, il y a ce risque toujours d'œdème de Cuik. Donc on fait très très attention. Alors le diagnostic d'une urticaire, il est avant tout clinique. Vous allez voir, je pense que vous connaissez, vous avez déjà une idée sur les lésions urticariennes. Oui? Donc, de façon générale, on fait, alors je parle du diagnostic dermatologique, cliniquement parlant, il va être clinique, c'est-à-dire on va se contenter d'observer, de poser le diagnostic. Le problème, il se pose où? Il se pose dans l'identification donc de la cause. Cependant, dans certaines situations, une urticaire peut, alors, cependant, donc on a parlé de lésions papuleuses, œdémateuses, fugaces, qui ne laissent pas de traces. Concernant certaines urticaires, ces lésions peuvent prendre un aspect un peu différent, notamment dit de vascularite urticarienne. Quand on parle de vascularite, on pense direct à quoi? Oui, c'est une maladie de système, mais cliniquement parlant, sémiologiquement parlant, on va penser exactement, c'est de l'urticaire purpurique. Donc si on voit des lésions purpuriques, c'est-à-dire dès qu'on fait passer, donc on fait notre pratique, notre vitropression, et on voit que les lésions sont toujours là, donc d'emblée penser à une origine donc vasculaire, et là il faut pratiquer d'autres examens, et la biopsie peut être nécessaire donc pour poser le diagnostic, étant donné que les répercussions sont autres. Donc on ne va pas s'amuser à donner des antihistaminiques. Donc, de façon générale, donc, notre diagnostic sera gardé en tête avant tout clinique et la recherche étiologique sera orientée par notre interrogatoire. Là, étant donné que c'est très facile de poser le diagnostic, le temps qui sera beaucoup plus développé, ça va être notre interrogatoire à travers, vous allez voir les différents types tout à l'heure d'urticaire. Alors, sachez que dans 3/4 des cas, on ne retrouve aucune étiologie. C'est beaucoup, hein.
Et souvent, heureusement, c'est des épisodes résolutifs, rapidement résolutifs, et puis on est tranquille. Alors, ça peut être une infection, ça peut être un état. Alors, on verra que dans l'origine non immunologique, donc c'est une surexpression de l'histamine, c'est-à-dire le corps va réagir, donner ces réactions-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un apport ou une hypersécrétion d'histamine, et c'est pour ça qu'on ne va pas avoir d'autres fois d'autres lésions. Pourquoi? Parce qu'on voit ça à travers la pratique quotidienne. Alors, il ne faut pas rapidement dire à nos patients, ça y est, alors, parce qu'il vient vous dire, alors souvent c'est le tableau qu'on va avoir, la personne vient avec son urticaire, alors soit elle est sûre, elle vous dit, voilà, j'ai pris tel médicament, quelques heures après, ça y est. Donc là, vous êtes sûr. Elle vous dit, j'ai pris des bêta-lactamines, j'en ai jamais pris, ou j'en ai déjà pris, mais je m'en souviens pas, ou de l'aspirine, et puis voilà, là, vous êtes sûr un petit peu. Mais maintenant, souvent, le patient, il vous dit, non, moi, j'ai mangé telle chose. Alors souvent, pour eux, c'est alimentaire. Alors, il va vous dire, j'ai mangé telle chose, j'ai mangé ceci, cela, je n'ai pas l'habitude, ou des trucs comme ça. Alors, la question qui se pose, voilà, vous allez vous dire, est-ce que c'est allergique ou non? Maintenant, on va voir à travers les mécanismes immunologiques et non immunologiques qu'il y a certains aliments, certains médicaments qui sont riches en histamine. C'est-à-dire, si on a plusieurs facteurs qui sont histaminolibérateurs sans pour autant qu'il y ait cette immunisation, il suffit qu'il y ait à un certain moment une surexpression d'histamine, il y aura de l'urticaire. Une urticaire qui sera résolutive sans épisode ultérieur. Il peut y avoir quelques récurrences, mais sans pourtant, pour autant qu'il y ait franchement une allergie. Donc, il ne faut pas se précipiter en disant, parce qu'on voit ça dans la pratique quotidienne, alors les patients, ils vous disent, voilà, on m'a dit, il ne faut plus manger de chocolat, il ne faut plus manger de fraises, il ne faut plus manger de ceci, il ne faut plus manger de cela. Alors, faire des régimes aussi restrictifs ne peut se faire que sur une preuve allergologique. Donc, on ne se précipite pas sur ça, on doit réfléchir derrière. Il y a des tests qui peuvent nous aider. Alors, il y a les tests immunologiques, il y a des tests sanguins, et on peut même s'aider par des tests scientifiques. Et puis garder à l'esprit que ne pas retrouver l'étiologie, ça reste quand même le cas de figure le plus fréquent. Donc on ne cherchez pas forcément, vous pouvez ne pas trouver d'étiologie. Donc vous traitez votre patient et vous lui demandez d'être vigilant, de tenir éventuellement un cahier, de vous dire s'il y a d'autres épisodes, alors s'il y a des signes d'accompagnement, puis vous revoyez bien sûr votre patient. S'il n'y a pas eu d'autres épisodes, vous êtes tranquille, donc on reste sur un épisode comme ça sporadique et qui aura été sans conséquence. Maintenant, il y a d'autres types d'urticaire. Donc, on a ces types d'urticaire rapidement résolutifs, allergiques ou non allergiques, sans autre épisode. Et puis, vous avez ce qui est en général le cas des enfants. Alors, chez l'enfant, la plupart des cas, c'est des urticaires aigus. Et chez l'enfant, qu'est-ce qu'on retrouve souvent? Pardon? Bien sûr, il y a les allergies alimentaires. Alors, c'est très particulier chez l'enfant. Les allergies, quand on parle d'allergie alimentaire, le cortège dermatologique, les symptômes dermatologiques s'associent souvent à quoi? Exactement. Si vous avez des symptômes digestifs, là, vous êtes d'emblée orienté. À côté de ça, vous avez une autre cause chez l'enfant. Souvent, c'est une cause qui est confondue. Elle peut être l'expression clinique de ces... D'ailleurs, on essaiera de faire ça. J'essaierai de vous faire ce TD-là. Ouais. Celui des raches, des virus. Alors, oui, c'est les infections virales. Les virus peuvent donner comme ça des éruptions. Alors, c'est les deux. Alors, dans votre tête, deux choses à éliminer. Allergie, médicaments, aliments, virus, infection. Donc, ça, c'est schématiquement parlant. Donc, chez l'enfant, on va réfléchir un petit peu autrement. Maintenant, chez l'adulte. Alors, chez l'adulte, donc ça peut être un épisode aigu, comme ça peut être une urticaire récidivante. Et puis, il y a le troisième cas de figure, c'est les urticaires chroniques. C'est très fréquent. Les urticaires chroniques posent d'autres problèmes, alors notamment celui, bien sûr, de l'étiologie. Alors, l'étiologie, elle est souvent non allergique, elle est non immunologique, et puis bien sûr, celui du traitement. C'est des urticaires qui répondent mal au traitement conventionnel, parce qu'on verra, on ne va pas traiter une urticaire, on verra ensemble que dans le traitement d'urgence, on peut utiliser les corticoïdes, on peut utiliser les antihistaminiques. Maintenant, pour l'urticaire chronique, c'est un autre volet thérapeutique. Donc, on ne va pas traiter de la même façon. On ne va pas donner des corticoïdes au long cours. Je vous dirai comment faire donc, pour ce type d'urticaire. Maintenant, cette urticaire chronique, elle est définie par sa durée qui doit être supérieure, est-ce que vous le savez ou pas? À 6 semaines, exactement.
Elle est différente de l'urticaire récidivante. Alors, pour l'urticaire chronique, c'est une évolution un petit peu au long cours, hein, sans qu'il y ait résolution. Alors que pour l'urticaire récidivante, souvent, c'est des petits épisodes comme ça récurrents qui surviennent, qui peuvent être plus ou moins espacés. Bien sûr, il ne faut pas passer à côté de l'œdème de Quick. Alors, l'œdème de Quick, c'est quoi? C'est quoi l'œdème de Quick? Dites-moi. Vous en avez déjà entendu parler. L'œdème de Quick? Oui? Alors, d'emblée, il ne faut pas dire réaction allergique. Je vous ai dit mécanisme immunologique, non immunologique, bien que souvent, c'est plus l'origine allergique, c'est vrai. Mais l'œdème de Quick se définit donc par une urticaire, bien sûr, qui va être profonde et qui va toucher les voies aériennes. Alors, d'où la gravité, parce que s'il y a un œdème, ça veut dire qu'il va y avoir suffocation, exactement, avec tout le cortège, parfois du choc, de l'état de choc anaphylactique, carrément, avec un vrai état de choc qui doit être pris en charge en urgence. Vous êtes appelé à faire votre internat et à travailler dans des services d'urgence, donc ne passez pas à côté d'un œdème de Quick, on verra les signes, donc les symptômes associés. Alors, qui a déjà fait de l'urticaire? Qui c'est qui en a déjà fait d'entre vous? Alors, oui. Alors, il semblerait qu'un individu sur 10 a déjà fait de l'urticaire dans sa vie. D'accord? Donc, sans pour autant que l'urticaire soit chronique. Ça peut être juste un épisode. Alors, pour ceux qui ont déjà fait ça, ça peut être un épisode aigu. Donc, c'est assez fréquent. C'est une pathologie fréquente, souvent sans gravité, souvent sans étiologie, sans conséquences et sans récidive. On a un petit peu sa petite idée. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il a suffi d'être dans un cas de figure où il y a beaucoup d'histamine. L'histamine, c'est elle qui est responsable des lésions. Donc, apport d'histamine, donc on fait des lésions urticariennes. C'est pour ça qu'on ne récidive pas. Maintenant, concernant l'urticaire chronique, alors l'urticaire chronique représente 2 à 5 %. C'est beaucoup de la population générale. C'est une pathologie qui est fréquente chez nous en consultation dermatologique. Et puis sachez que par contre, cette urticaire chronique peut rester longtemps. Alors, ce qu'on observe avec nos patients, c'est qu'il y a une amélioration un petit peu avec le temps. Avec les traitements, il y a une amélioration. Sincèrement, avec les patients, il y a quand même une... Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nos patients, parce que vous devinez que si chaque jour on fait de l'urticaire, ça va être très très gênant. C'est des lésions dérangeantes, gênantes, qui vont être prurigineuses. Mais on arrive à les gérer avec des traitements. Donc, en premier lieu, ça va être les antihistaminiques. Alors, vous me faites rappeler l'histoire des antihistaminiques. C'est pas le bon groupe. Alors j'avais demandé à vos camarades de faire une recherche sur les antihistaminiques. Quand est-ce qu'il vient ce groupe-là? Dimanche? Lundi. Très bien, je tâcherai de m'en souvenir. Donc, c'est dommage parce que ça aurait été les antihistaminiques trouvent leur... vous serez un petit peu privilégié par rapport à vos camarades parce qu'on va faire un petit mot tout à l'heure sur les... Donc, c'est valable également pour vous. Hein. Donc, vous faites un petit peu votre recherche sur les antihistaminiques. Alors, avant, on faisait ce cours-là, mais vous pouvez le faire tout seul parce qu'on les utilise souvent. Hein. Donc, faites également votre petite recherche bibliographique et puis on verra ensemble. Concernant les antihistaminiques, quoi qu'on va voir ça dans le détail tout à l'heure. Alors, donc, je vous disais, donc, pour les urticaires chroniques, ceux-ci peuvent persister donc, alors après 10 ans, jusqu'à 40%, pratiquement la moitié. Mais au bout de 20 ans, on a une diminution, pratiquement une disparition, on garde que 20% d'urticaire chronique. Hein. Mais avec les traitements, on verra qu'on arrive quand même à les gérer. Maintenant, on a plus de molécules. Alors, les recommandations de l'urticaire, elles ont changé. Elles ont changé. Avant, c'était un petit peu compliqué. On traitait par les corticoïdes. On disait alors que les corticoïdes, on s'est rendu compte. Alors, je parle des urticaires chroniques, hein, pas des urticaires aigus. Dans l'urticaire aigu, on utilise aussi bien les corticoïdes que les antihistaminiques. Hein. Maintenant, concernant les urticaires chroniques, les indications thérapeutiques ont changé. Elles sont en faveur des antihistaminiques avec leur utilisation qui vont être un petit peu codifiées. Donc, il y a des recommandations derrière, on verra ça ensemble. Alors, on est pareil, on est égaux face à l'urticaire aussi bien, il touche aussi bien la femme que l'homme, ça touche tous les âges, avec juste des particularités parfois sémiologiques quand même, parce que
Alors, l'aspect purpurique, alors tout à l'heure, c'est vrai que je vous en ai parlé, chez l'adulte. Mais chez l'enfant, les papules urticariennes peuvent être un petit peu donner cet aspect-là. Ça n'est pas forcément plus grave. Parfois même, on peut avoir une urticaire bulleuse. Donc, bien sûr, il faudra faire la part des choses, ne pas être face à une urgence. Mais sachez que chez l'enfant, le tableau clinique peut être un petit peu plus bruyant et alarmé à tort, ce qui n'est pas forcément donc quelque chose de plus, dans l'étiologie, est beaucoup plus grave. En matière de vascularite, ça va être beaucoup plus chez l'adulte. C'est là, si on a des lésions urticariennes, donc purpuriques, d'emblée, on doit aller penser donc à ces maladies, notamment auto-immunes, à ces vascularites d'origine auto-immune. Alors, devant les vascularites, il y a des anticorps à chercher. Sachez qu'il y a plusieurs types d'abord de vascularites. Il y a des vascularites à gros, à moyen, à petits vaisseaux. Donc, il y a beaucoup d'étiologies. Puis, il y a des maladies dites à ANCA positif et il y a des maladies à ANCA négatif. Donc, il y a des anticorps à rechercher. Bien sûr, il y a tout ce qui est maladie auto-immune, parce que si on est appelé à bilanter, à faire une recherche étiologique dans le sens d'une maladie auto-immune, on va faire bien sûr le bilan d'auto-immunité que vous connaissez, je suppose. Recherche d'auto-anticorps, de facteurs antinucléaires donc là vous savez. Mais en matière de vascularite, vous avez les antinucléaires, donc c'est les ANCA, donc ils s'adressent, ces auto-anticorps sont particuliers à toute origine vasculaire, donc c'est particulier aux vasculaires. Ça c'est juste pour vous. Maintenant, sur le plan physiopathologique, donc c'est un œdème. Cet œdème peut être dermo-hypodermique, plus ou moins profond. Il est dû donc à une réaction inflammatoire. Donc, on devine qu'il y a une vasodilatation, il y a un afflux donc de liquide et puis de cellules. Donc, il va y avoir donc des substances pro-inflammatoires dues donc à une hyperperméabilité vasculaire, donc entraînant un œdème donc localisé, soit superficiel ou beaucoup plus profond. Pourquoi? Il est dû donc à cette activation, à cet acteur principal de l'urticaire. Alors, on a presque fini là. Alors, vous êtes en retard de normalement 46 minutes. Là. Ouais. Allez-y, installez-vous. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, cellule principale de l'urticaire, c'est donc le mastocyte. C'est lui qui est responsable de cette libération d'histamine. Donc, pourquoi ce mastocyte va entraîner une libération? Parce qu'il va y avoir une cascade inflammatoire qui va un petit peu le réveiller de cette cellule-là et entraîner, donc, après, bien sûr, sensibilisation ou pas, selon qu'il y ait réaction allergique, donc immunologique ou pas. Cependant, sachez qu'il existe d'autres cellules, ce qui pourrait expliquer l'origine également non allergique. Il n'y a pas que le mastocyte, toutes les cellules donc inflammatoires peuvent également participer à cette réaction-là. On va retrouver les éosinophiles, les basophiles, donc toutes les cellules. À côté de l'histamine également, on va avoir toutes les autres substances pro-inflammatoires, à savoir l'acétylcholine. Alors on peut avoir par exemple une urticaire cholinergique, complètement différente, sans pour autant qu'il y ait libération d'histamine. Et qui va avoir enfin une expression clinique un petit peu différente. Ça va être des toutes petites papules, alors un petit peu blanchâtres. Elles sont un peu moins érythémateuses que l'urticaire classique et elles sont entourées d'un petit halo. Alors, et puis vous avez bien sûr toutes les autres, là, savoir substance B. Donc tout ce que vous connaissez comme substance pro-inflammatoire, ça peut donc participer à la constitution d'une urticaire. Pourquoi? Parce que les mécanismes sont assez complexes. Alors, ils peuvent être allergiques ou non allergiques et parfois combinés. Donc, schématiquement, on les a définis donc, en origine immunologique ou non immunologique, mais sachez que parfois c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, concernant donc ce mécanisme allergique, il faut qu'il y ait sensibilisation, c'est-à-dire exposition, donc exposition dite à un allergène. Maintenant, les allergènes, il y a un tas d'allergènes dans la nature. Ils peuvent être aussi bien alimentaires, médicamenteux. Donc, on verra à travers les différents types d'urticaires. Ils peuvent même être physiques. Donc, vous voyez, étant donné qu'ils mettent d'autres voies, il faut impliquer d'autres voies d'immunisation. Donc, on va retrouver plusieurs types d'urticaires.
Alors, on va faire intervenir, donc là, c'est la classique donc, réaction de Gell-Coombs que vous connaissez. Donc, on va retrouver la réaction de type 2, donc immédiate, donc qui est IgE dépendante. Et ça veut dire que là, par contre, si on va doser, parce qu'on a tendance à demander les IgE. Les IgE, vous savez que souvent dans les réactions allergiques, alors on demande en général les IgE et les éosinophiles. C'est ceux qu'on va retrouver. Alors, ils ne sont pas automatiquement augmentés, mais dans ce cas de figure, on peut retrouver des IgE. Maintenant, doser les IgE n'a pas grand sens, n'a pas grande signification. Il faut chercher toujours ce qu'on appelle des IgE spécifiques, exactement. Maintenant, vous avez bien sûr les autres réactions, les autres types de réactions, à savoir la réaction d'hypersensibilité de type 3, donc il va faire intervenir d'autres voies, à savoir celle du complément, des complexes humains circulants, et puis enfin, vous avez les IgM et les IgG qui peuvent également participer donc, dans ces mécanismes-là dits immunologiques. À côté, vous avez tout ce qui est mécanisme non allergique. Et là, ça veut dire qu'il va y avoir comme une action directe, presque mécanique, sur notre mastocyte. Alors, cette réaction peut être soit chimique, soit mécanique, mais elle va entraîner donc une dégranulation, une libération d'histamine, dite dès que ce mastocyte-là va atteindre son seuil de dégranulation. Ça veut dire, on va par exemple prendre un aliment. Cet aliment-là, il est dit histaminolibérateur. Ça veut dire on en prend une petite quantité, ça ne va rien donner. Mais au-delà d'une certaine quantité, il va nous entraîner une réaction sans pour autant qu'il y ait allergie au préalable. Donc cette action, étant donné qu'elle va se faire donc sur le mastocyte, donc elle va dépendre de ce qu'on appelle la susceptibilité individuelle. Donc là, je pense que c'est assez clair. Donc tout se fait au niveau du mastocyte sans pour autant qu'il y ait maintenant qu'est-ce qui va entraîner cette dégranulation. Alors, ce qui va entraîner la dégranulation, c'est souvent des aliments. Alors, certains aliments sont dits histaminolibérateurs ou riches en histamine eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver souvent les fromages fermentés, les crustacés. Alors, vous allez voir par contre, il y a certains aliments qu'on va retrouver pour les deux mécanismes. On va retrouver également le blanc d'œuf. On va retrouver les fraises et puis tout ce que vous connaissez comme médicaments. Alors ces médicaments peuvent être également allergiques. Je prends l'exemple des produits de contraste. On peut faire une allergie vraie. Puis vous avez bien sûr les autres médicaments. Donc ça, c'est concernant l'histamine. Maintenant, vous avez d'autres médiateurs. Donc à travers l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le médiateur du stress. Alors, on va la retrouver notamment dans une situation donc, de stress ou après l'effort. Alors, souvent, c'est des patients qui viennent vous dire, dès que je cours, dès que je fais mon sport, j'ai de l'urticaire. Alors là, je dois penser urticaire cholinergique, d'emblée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce que nous dit notre patient et bien sûr pousser un peu l'interrogatoire. Parce qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui dire souvent, quand est-ce que vous allez faire votre urticaire? Est-ce qu'il va y avoir de la fièvre? Est-ce que c'est dans des situations particulières, quand vous avez chaud, quand vous avez froid? Alors l'urticaire, c'est un petit casse-tête chinois. Alors vous avez l'urticaire, vous avez le prurite également. Alors étant donné que les symptômes sont assez, on va pas dire subjectifs, quoique pour l'urticaire, on objective la lésion, mais c'est l'interrogatoire qui doit être complet afin de ne pas passer à côté donc d'une origine qui peut être à la fois simple mais difficile à trouver. Il existe par exemple des urticaires à l'eau. Là, franchement, il faut aller trouver. Quoique pour l'urticaire à l'eau, alors j'attire un petit peu votre attention. Alors, il y a une pathologie qui peut entraîner des lésions. C'est plus le prurite que l'urticaire à l'eau. Exactement, c'est très bien. Donc, on se méfie. Il y a deux choses. Les prurites à l'eau, maladie de Vaquez. D'accord? Prurite également chez un sujet jeune. Alors le prurite, vous savez ce que c'est? Prurite, vous savez ce que c'est? Alors vous êtes censé savoir ce que c'est étant donné que les cours, vous les avez vus par visio normalement. Oui, ma fille. Pardon? Prurite dit aquagénique. Aqua, de l'eau. C'est-à-dire c'est des gens qui vont se plaindre de prurite. Je ne parle pas d'urticaire. C'est juste donc une sensation désagréable, une envie impérieuse de se gratter. Donc,
suite à l'exposition à l'eau, si vous avez ça, ça y est. Donc, c'est pas grave parce que là, ça, c'est pour vous, donc. Ouais, merci. Donc, prurite aquagénique égale maladie de Vaquez. Si on n'a pas d'urticaire, c'est bon. Donc, on pense d'emblée, c'est un diagnostic. Prurite chez un sujet jeune. Est-ce que vous avez prurite chez un sujet jeune qui en était indemne? Alors, chez le sujet âgé, le prurite, c'est assez fréquent. On peut avoir une sécheresse, on peut avoir, donc, avec l'âge, il y a une sénescence, on peut avoir des médicaments. Mais maintenant, prurite chez un sujet jeune, j'attire votre attention parce que ça peut être des choses que vous allez voir. Il ne faut pas passer à côté de ça. Prurite chez un sujet jeune, indemne, qui n'a rien du tout. Alors, en dehors de la gale et tout ça. Donc, je ne parle pas, je parle d'un prurite, franchement, sans rien d'autre. Toujours dans les maladies hématologiques. Alors, en matière de prurite, alors il y a deux types. Sachez qu'il y a le prurite dermatologique et puis il y a le prurite hématologique. Alors, hématologique, ça veut dire qu'il va y avoir des perturbations sanguines derrière. Pardon? Oui, je viens d'entendre le... Oui? Les lymphomes, exactement. Si on a un sujet jeune qui se plaint d'un prurite alors qu'il n'a rien du tout, alors pensez à faire une FNS, un frottis sanguin plutôt, d'emblée. Hein. Pareil, chez un sujet qui a un prurite après exposition à l'eau, maladie de Vaquez, pareil, il faut aller faire un frottis. Alors, la peau, souvent, c'est elle qui nous révèle beaucoup de maladies. Donc, ne pas sous-estimer, ça peut paraître anodin, il vous dit je me gratte, alors vous lui dites voilà, prenez votre antihistaminique et rentrez chez vous. Maintenant, on se méfie un petit peu. Alors, et puis, vous avez, alors je reviens un petit peu donc, sur les autres, donc, comme on a dit, donc, il y a un tas d'autres étiologies, un tas d'autres origines donc, à identifier. On verra ça dans les différentes, étiologies des urticaires. Et puis, il y a une pathologie un peu particulière qu'on appelle l'œdème angioneurotique. Vous connaissez ou pas? Oui? Non? C'est une maladie à support, enfin, en général génétique, mais elle peut être sporadique, mais qui est particulière. Alors, en général, c'est un œdème qui survient au niveau de la face, au niveau du visage. Alors, il peut y avoir, bien sûr, une urticaire profonde. Il est particulier, il est dû à un déficit en CA estérase. C'est une urticaire chronique. Souvent, on retrouve une origine un petit peu familiale, alors d'urticaire, mais on se méfie de ces urticaires-là, céphaliques, on va dire, ossitués, récurrents. Donc, on va demander, ça par contre, on peut faire cet examen. Donc, on fait le dosage. Alors, la CA-estérase, elle agit sur les compléments. Donc, on va doser le complément. Et puis, on va doser, bien sûr, cette CA-estérase. Et si on a un déficit, là, vous avez déjà votre diagnostic. Donc, toujours observer les nuances sémiologiques. Vous voyez qu'il y a des choses qui vont nous orienter. Alors, quand on connaît les étiologies, les différentes étiologies, par la suite, on pourra donc orienter notre recherche. Alors, ça passe pas? Non. Bon. Ah. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on vient. Donc, c'est un peu le schéma physiopathologique donc, de la dégranulation donc, de notre mastocyte. Donc, il va y avoir donc, une action donc, de ces produits dits histaminolibérateurs qui vont venir se fixer donc, à travers les récepteurs donc, qui leur sont spécifiques. Et puis, il va y avoir une dégranulation par la suite. Maintenant, il peut y avoir d'autres actions donc, dites non immunologiques. Ça, un petit chemin pour vous donc, pour essayer de comprendre ces mécanismes. Alors, l'histamine, qu'est-ce qu'elle va nous faire cette histamine-là? Alors, il y a plusieurs récepteurs de l'histamine, sachez. Alors, il n'y a pas que la peau. Alors, il y a des autres organes, c'est pour ça qu'on peut avoir les manifestations générales. Alors souvent, c'est des patients qui peuvent être dyspnéiques, qui peuvent avoir une toux, ils peuvent avoir des troubles digestifs associés, donc ils viennent vous dire j'ai vomi alors que je fais de l'urticaire. Donc là, vous allez pouvoir rattacher tous ces symptômes-là. Donc on peut observer d'autres manifestations associées, donc selon donc, la localisation, selon les récepteurs. Alors, l'histamine, elle est beaucoup plus présente au niveau de la peau, de l'intestin, le foie, et puis au niveau des branches. Donc, on devine un petit peu les répercussions donc par la suite. Mais ces récepteurs-là sont différents. Vous avez les H1.
Alors, ils vont se localiser au niveau du muscle lisse, toujours au niveau de l'intestin, au niveau des branches, donc on va retrouver les mêmes récepteurs. Et puis le système nerveux, les cellules inflammatoires. C'est pour ça qu'on va avoir une vasodilatation, une hyperperméabilité, donc responsable de cet œdème-là. Alors cette extravasation, donc tout ça c'est les manifestations donc pratiquement locales. Donc on va avoir des manifestations à la fois digestives et cutanées. Une hypotension, alors c'est pour ça, alors une hypotension à minima, au maximum on peut avoir carrément un état de choc. Et puis vous avez une hypersécrétion bronchique avec ce mucus-là. Donc vous voyez que tout ça, ça peut expliquer, donc être attentif à ces signes-là et les rapporter donc à cette urticaire. Mais là, on n'est plus, ça veut dire qu'il faut quand même traiter rapidement. On n'est pas dans les petites lésions, juste dans les. Donc, si on a des manifestations qui commencent, qui sont générales, il faut rapidement traiter. Hein. Mais ne pas s'étonner devant, disons, ces symptômes-là. Vous avez d'autres récepteurs qui vont être présents au niveau de l'estomac, au niveau du cœur. Donc, on va voir de la vasodilatation. Donc, on va voir tous les symptômes associés. Et puis, bien sûr, une hypersécrétion gastrique. Donc, ils vont un petit peu s'opposer au précédent. Là, on va voir par contre une bronchodilatation et non pas une bronchoconstriction. Et puis, enfin, vous avez les récepteurs H3. Les récepteurs H3, quant à eux, ils effectuent un feedback négatif. Donc, c'est des récepteurs régulateurs. Et on fait les H4 qui vont agir à ce niveau-là, au niveau des cellules donc immuno-inflammatoires. Donc vous voyez que déjà l'histamine, elle va perturber, il n'y a pas que la peau qui va être donc l'expression clinique donc de toutes ces modifications, mais on va avoir donc tout ce qui est hypersécrétion bronchique, tout vomissement, diarrhée, parfois donc tous ces symptômes-là sont imputés donc à notre urticaire. Le diagnostic. Le diagnostic, il est clinique, selon certaines variables. Maintenant, si on a des doutes diagnostiques, on va pratiquer une biopsie. Et pour notre recherche étiologique, on va orienter et faire des examens complémentaires. Alors, l'enquête étiologique, maintenant, l'agent concernant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que donc un quart des cas qu'on va identifier l'étiologie. Souvent, c'est des épisodes, alors souvent rapidement résolutifs, donc ils ne vont pas récidiver, mais parfois même dans les cadres des urticaires chroniques, on ne va pas retrouver d'étiologie, on va juste se contenter de traiter. Donc, si vous ne retrouvez pas, essayez quand même de faire une recherche étiologique poussée, même si vous ne retrouvez pas l'étiologie, il faut traiter correctement, normalement, ça devrait donc s'améliorer sous un... Cependant, malgré tout ça, dans 3/4 des cas, l'urticaire est dite idiopathique, c'est-à-dire on ne va rien retrouver, aucune étiologie, on va se contenter de traiter malgré notre recherche. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire rechercher l'étiologie. Alors, il y a autre chose aussi en parallèle. Alors, les urticaires aigus, en général, c'est assez simple, hein, parce que c'est ça, on passe